Chers amis, Attendez. chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'être en communication via Zoom, merci Zoom, avec le docteur Daniel Guggenheim, qui est le conseiller économique chez Qualita et qui va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Bonjour Daniel Guggenheim. Bonjour. Je suis très contente de vous donner la parole pour nous donner un peu l'atmosphère et l'état dans le pays et l'état du shekel. Oui, c'est la seconde fois d'ailleurs que nous nous rencontrons Tout à et fait. il y a beaucoup de choses qui s'est passé depuis et point de vue économique, on pourrait dire un peu en mieux puisque c'est votre première question. Il y a eu plusieurs indicateurs qui ont montré que la résilience de l'économie israélienne pendant la guerre continue. On a eu, par exemple, de la Banque d'Israël, il a un indice mensuel de l'activité économique. Pour la première fois, il a beaucoup augmenté en décembre de 0,4%, ce qui est important pour cet indice-là, après avoir descendu jusqu'à l'époque. On a une augmentation très importante de la consommation en Israël. On revient aux moyennes que ce qu'on avait pendant l'année 2023 avant la guerre. Et aussi également le nombre d'entreprises qui disent qu'ils ont un problème de presque être en faillite, qu'ils ont dû arrêter leur activité, a considérablement diminué, en particulier dans le Sud. Au début de la guerre, on était à 50%, et dans le Sud, il n'y a plus que 10% des sociétés qui disent qu'ils ont un problème qui ferait pratiquement arrêter de travailler. Donc, tout ça, ce sont un faisceau de bons signes. Et d'ailleurs, la bourse israélienne, en gros, s'est améliorée. Alors justement, qu'est-ce qui se passe ces derniers jours? Le shekel est aujourd'hui par rapport au dollar, parce qu'en Israël, c'est ce qui compte, c'est le rapport shekel-dollar, et maintenant autour de 3,65 aujourd'hui que je vous parle, alors qu'il avait remonté il y a quelques jours jusqu'à près de 3,80, et c'est dû il y a aussi une atmosphère générale par rapport à la guerre qui est un peu plus optimiste. Hier, il y a eu, par exemple, des négociations pour les otages, sûrement on en a pas, ça a été dessus. Il y a quand même le fait qu'il y a aussi des victoires qui sont annoncées. Tout ça fait que ça joue, la psychologie est meilleure et les gens se sont plus habitués, bien qu'il y ait encore des problèmes. Et ça joue sur le shekel. Ça joue sur le fait on remarque que les investisseurs étrangers reviennent à la bourse israélienne et reviennent, on en parlera sûrement, on donnera des Bien exemples, sûr. sur les Bien entreprises israéliennes. Et donc ça aussi, ça joue sur le renforcement du shekel. Toujours la monnaie, une monnaie est une représentante d'un pays. Je voudrais terminer cette idée par dire que, par exemple, si on remarque, l'euro avait considérablement monté par rapport à toutes les autres monnaies, y compris par rapport au dollar. Il avait passé jusqu'à 1,12 $. Et maintenant, aujourd'hui, il est un peu en dessous de 1,08, ce qui est très important en quelques semaines. Et c'est dû au fait que, bien que la Européenne a dit qu'elle ne va pas baisser les taux, ce qui aurait pu faire baisser l'euro, elle a dit qu'elle ne va pas le faire. Malgré cela, l'euro est en baisse. Pourquoi? Parce que justement, il y a des signes que l'économie européenne est un problème. Il y a la récession en Allemagne et sans doute en France, des problèmes de dette et, par exemple, on le voit, le problème des agriculteurs, le problème social, sociétal très important, ce qui, à mon avis, fait réfléchir les milieux financiers sur la zone euro. Et il y a beaucoup d'articles dans le monde entier qui en parlent. Et donc, la force d'une monnaie représentant la force de son économie. Et donc, je pense que c'est un bon signe ici, sans que la Banque d'Israël intervienne d'ailleurs, que le shekel reprenne maintenant un cours qu'il n'avait pas depuis un mois. Et l'euro est Alors, en dessous de 4 shekels d'ailleurs alors aujourd'hui. justement, Daniel Guggenheim, nous parlons d'augmentation de bonne voie du shekel. J'ai cru lire dans une revue économique que la richesse des Israéliens avait été multipliée par 5 depuis l'an 2000. Alors Oui. que le pays baigne dans une atmosphère d'inquiétude, ça m'a un petit peu interpellée. Est-ce toujours le 10% de la population qui surnage? Ou est-ce que c'est une Alors, richesse générale? alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle richesse dont on va parler ici? C'est la richesse des biens financiers, c'est-à-dire ce que les gens ont dans leur compte en banque, ce que les gens ont comme valeur mobilière en bourse, actions, obligations, SICAV et tout ce qu'ils ont aussi dans leur retraite.
pourquoi je dis immobilier, je ne parle pas ici des biens immobiliers qui sont tout à fait autre chose. On appelle ça un portefeuille financier de la population, quel que soit le pays, et c'est un indice qui est général, qui est connu, et c'est de ça que j'ai parlé ici. Au début de l'année 2000, justement, une étude très intéressante de quelqu'un de professionnel qui a publié ça, au début de l'année 2000, ce chiffre était de 1 trillion de shekels. Il est passé de 2000 à fin 2023, donc on est, malgré la guerre, malgré 3 mois de la guerre, à un peu plus de 5 trillions de shekels aujourd'hui, multiplié par 5 en un peu plus de 20 ans. C'est unique. Pratiquement dans le monde, cette étude dit qu'il n'y a pratiquement pas de cas d'un pays dont la richesse des habitants, de financière, donc, a tellement augmenté. Maintenant, justement, puisque vous avez évoqué, on pourrait dire peut-être on trouve cette explication dans la population. Il est exact que la population israélienne a augmenté pendant cette période-là de 55%. Et la production d'ailleurs de richesse, la production de services a augmenté pendant cette période-là de 130%. Mais ces deux chiffres ne peuvent pas expliquer une multiplication par 5 de la richesse des financières. Donc il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. C'est quoi qui s'est passé? D'abord, les salaires, les revenus, salaire général et aussi revenus des Israéliens, des plus grandes couches jusqu'aux couches les plus inférieures, on appelle ça les économiquement faibles. Vous savez, vos auditeurs doivent sûrement savoir qu'on divise une population en 10 parties pour dire de la partie la plus faible, le dernier dixième, jusqu'au premier dixième qui gagne le plus. Disons en Israël, ceux qui travaillent dans la haute technologie, je parle maintenant des salaires, sont ceux qui reçoivent le plus, au-delà de 30 000 shekels, malgré la guerre et malgré la crise. Et il y a ceux qui gagnent le moins, qui sont au SMIC, ce sont dans l'hôtellerie, des choses comme ça, qui en Israël un peu moins de 6 000 shekels. Donc ça a considérablement augmenté depuis les 20 dernières années. Et d'ailleurs, on remarque que cette population la plus faible économiquement dont j'ai parlé avant, il y a eu, en 2000, par rapport à la moyenne de l'OCDE, Israël est en retard de 20%. C'est-à-dire, si on regardait en Israël les dixièmes les plus faibles, par rapport à ce qu'il y avait en dollars, bien entendu, par rapport à tous les autres pays de l'OCDE, il y avait un retard moyen de près de 20%. Aujourd'hui, le graphe, on voit que le graphe montre que les deux courbes se redressent, se rejoignent, et que pratiquement les économiquement en Israël sont dans la moyenne de l'OCDE. Donc, c'est prodigieux pendant ce temps. Et ça montre que, malgré les problèmes qu'il y a, et il y a des problèmes de souffrance, il y a des problèmes de pauvreté, ça s'est quand même énormément amélioré dans les 20 dernières années. Donc, ça montre qu'il y a eu ces revenus, ces richesses, bien entendu, a été surtout pour la classe qui gagne le mieux, mais même a réussi à faire dans les économiquement faibles. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qu'on remarque, c'est la chose suivante. C'est que si on regarde qu'est-ce qui est géré par ce qu'on appelle les institutionnels, on peut gérer soi-même l'argent, ou bien il y a ce qu'on appelle les institutionnels. Dans tous les pays, qu'est-ce que c'est? Ce sont les compagnies d'assurance, les pensions, les retraites et des choses comme ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne gère pas pour différentes raisons, surtout des raisons de retraite, d'épargne à long terme. On demande à une entreprise, à une société de gérer pour nous. Et en Israël, ça a été multiplié par 7,5 la partie qui était maintenant donc gérée par les institutionnels, donc beaucoup plus fort, beaucoup plus important même que la richesse normale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, depuis 2008, en Israël, une obligation de cotiser à sa retraite, surtout pour les indépendants. Et avant, il n'y avait pas cette obligation et c'est un problème parce que qu'est-ce que les gens se retrouvaient soit salariés, soit même les indépendants surtout, arrivés à l'âge de la retraite, ils n'avaient pas obligatoirement épargné, et donc ils n'avaient que l'assurance sociale pour se financer. C'était un grand problème pour le pays. Alors, on a obligé encore une fois, les salariés, quels qu'ils soient, également les indépendants, de cotiser à la retraite. Et bien entendu, l'État donne du sien, c'est-à-dire qu'il dit, vous cotisez à la retraite, moi, je vous fais payer moins d'impôts immédiatement. Donc, tout le monde y profite. C'est un effort national. Et donc, ça a bien entendu beaucoup joué puisque l'épargne à long terme a beaucoup augmenté en Israël et c'est dû justement à cette obligation de retraite. Une autre chose intéressante
à noter, c'est que la proportion du portefeuille financier qui est à l'étranger, c'est-à-dire qu'on investit dans les bourses américaines, etc., ou autres, est passé depuis l'an 2000 jusqu'à l'an 2000, fin 2023 de 10 à 15%. Donc, une augmentation de 50% de ce qu'on appelle la mondialisation des épargnants israéliens. Et c'est bien sûr l'attrait, c'est la diversification, c'est aussi l'attrait que a donné les bourses américaines ou la technologie en général, qui fait que les gens veulent, surtout les institutionnels, veulent investir à l'étranger. Et donc, c'est aussi très important de le noter. Et donc, justement, dans le même ordre d'idée, on remarque ce qu'on appelle les actifs à risque ont augmenté de 28 à 42%. C'est quoi les actifs à risque? En général, on dit c'est les actions, c'est des choses qui sont volatiles et qui peuvent baisser. Et qu'est-ce qu'on appelle à nos risques? C'est généralement les obligations d'État ou bien surtout les dépôts les dépôts dans les banques ou des choses comme ça, dont on est sûr combien on va avoir et qui n'augmentent pas tellement. Et donc, on remarque, c'est très important, ce passage de 28 à 42%. Ça veut dire que les épargnes des Israéliens est plus risquées. Et pourquoi c'est dû? C'est aussi une volonté parce qu'on peut très bien demander, quand on veut faire des épargnes à long terme, on veut être dans tel ou tel circuit. Donc, il y a aussi une volonté de la part de l'Israélien, de l'épargnant, de vouloir être plus risqué. Et parce qu'ils voient à moyen ou à long terme. C'est quoi? C'est surtout les jeunes, bien entendu, qui ont rapport avec les jeunes du monde entier, qui voient qu'il y a une révolution de la haute technologie. Maintenant, on parle de l'intelligence artificielle. Avant, il y avait l'Internet et autres, qui fait que eux, ils disent maintenant, j'ai 20, 30 ans, je commence ma carrière. Et je pense que, de toute façon, le marché des actions, ou plus risqué, ou même des fonds qui mettraient dans la technologie, me rapportera plus dans 30 ans beaucoup plus que des dépôts bancaires ou des choses qui ne sont pas très risqué. Donc, je verrai que c'était qu'une proportion de mon épargne plus importante qu'avant, soit dans des produits à risque. C'est important aussi parce que si il n'y a pas une épargne pour financer les startups, comme on en parlera après, pour financer les entreprises de technologie, alors un pays ne peut pas obligatoirement ne peut pas avancer. Il a besoin bien sûr de fonds pour se financer. Alors justement, Daniel Guggenheim, en parlant de start-up, j'aimerais bien que vous nous parliez de la start-up israélienne Silverfort. Oui. Qu'est-ce qui se passe? L'année 2023 a été une année très dure pour le monde entier, pour les investissements dans la technologie. Il y a eu, et particulièrement en Israël, parce qu'il y avait aussi les problèmes de la réforme judiciaire et autres, qui fait que les investisseurs étrangers étaient moins enclins à vouloir investir en Israël dans la haute technologie, bien qu'Israël s'appelle, on appelle toujours la Startup Nation, c'est-à-dire la nation de la startup. Et donc, il y a eu effectivement beaucoup moins d'investissements dans la haute technologie que dans les années précédentes. On est revenu à un niveau de 2019, par exemple, 50% moins que dans une année normale depuis, si on compare à ce qui s'était passé en 2022 ou 2021. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de noter, justement, puisque vous parlez de Silversport, que maintenant on est fin janvier 2024 et la première grande levée de fonds vient de se faire. Il s'agit donc d'une société qui fait de la cybersécurité. Et Israël, d'ailleurs, est connu dans le monde entier pour ses entreprises de cyber, est très bien considérée. Quand une entreprise de cyber israélienne veut lever des fonds, en généralement, elle y arrive. Et donc, elle a fait 116 millions de dollars. Elle a réussi à maintenant collecter, et ça s'ajoute à ce qu'elle avait fait avant. Elle a, en tout, depuis le début de sa création, fait 222 millions de dollars. Alors, puisque vous m'avez demandé de me dire d'abord qu'est-ce qu'elle fait cette société, qu'est-ce qu'elle a de spécial, elle dit comme ça. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé, peut-être vous avez entendu parler, vous, vos auditeurs, que récemment, et l'armée israélienne et la poste israélienne a eu des attaques cyber ennemies, que ce soit des Palestiniens ou de l'Iran, je ne sais pas qui ont fait ça, et il y a eu des dégâts qui ont été faits. Pourquoi ça a été fait? Elle dit cette société. C'est parce qu'ils ont réussi à, de façon bien sûr, les hackers qu'on appelle ça, ceux qui ont réussi à pénétrer, ont réussi à trouver certains code de certains utilisateurs, enfin de certaines personnes qui là-bas dirigent, et ça leur a permis de rentrer dans une première couche. De cette couche-là, ils ont réussi à rentrer dans l'organisation elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait, cette société-là? Elle dit, même si quelque chose comme ça arrive,
Moi, je fais d'autres couches. Moi, je demande maintenant pour qu'elle aille plus loin dans l'organisation, qu'il y ait de nouveau un nouvel identifiant. Et donc, elle dit qu'avec sa méthode à elle, elle arrive à empêcher ce qui serait passé maintenant dans la poste israélienne ou au niveau de l'armée. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très apprécié. Elle a énormément de chiffres de croissance chaque année. Et elle a par exemple fait un accord avec des grandes compagnies d'assurance dans le monde entier, y compris IAG, pour dire comme ça. Cette compagnie d'assurance dit aux différentes entreprises, vous voulez vous assurer contre les dangers du cyber, alors prenez la plateforme qui est faite par Silverfort. Alors, quelque chose comme ça, c'est formidable, parce que ça lui donne des clients obligatoires, puisque pour avoir ces assurances-là, ils sont obligés de faire sa plateforme à elle. Et donc, elle a un marché qui lui permet de dire qu'elle progresse et qu'elle pourra justement avoir une croissance très importante dans les prochaines années. Et c'est pour ça qu'elle a réussi toujours à montrer, à arriver à ces chiffres-là, donc de pouvoir maintenant euh, avoir ces 116 millions de dollars. En 2022, son chiffre d'affaires a augmenté de 90% et en 2023 encore de 60%. Donc, c'est des chiffres très importants. Elle a été fondée en 2016. Elle a 280 employés, dont 150 à Tel Aviv en Israël. Donc, elle est internationale, mais surtout son cabinet est en Israël. En souhaitant surtout qu'elle nous permette de ne plus revivre un 7 octobre. Tout à fait. Alors, Daniel Guggenheim, je crois que vous avez envie de nous parler aussi de Bezek. Bezek, pour laquelle vous allez annoncer quelque chose d'important pour le second semestre 2024. Tout à fait. Bezek, je veux quand même le dire parce que je ne sais pas à quel niveau ceux Bien qui vont nous sûr. entendre Non, savent ce que c'est. c'est important que vous rappeliez ce qu'est cette société Bezek. Oui, c'est la première société de communication en Israël. C'est-à-dire, d'abord, c'était très longtemps d'ailleurs la seule qui faisait les lignes de téléphone et des choses comme ça. Donc, il y a eu des concurrences maintenant, bien sûr également pour les appels à l'étranger et autres, mais elle reste quand même très dominante sur le marché de la communication en Israël, la télécommunication, et donc c'est une d'ailleurs des plus grandes entreprises en Israël. Maintenant, Et pour ce qui est l'Internet, Daniel, et pour l'Internet. tout à fait. Oui, la communication, c'est tout. Elle est dans tout ce qui est nouveau, bien entendu, sur tous les marchés liés à ça. Qu'est-ce qui est la nouveauté ici? C'est qu'elle a décidé d'aller dans un nouveau terrain, qui est celui de la vente de l'électricité. Elle s'est associée à une société d'investissement qui s'appelle Generation Capital, qui a une filiale qui est spécialisée dans la production d'électricité et également le fait qu'elle puisse conserver cette électricité. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, Bezek? Il y a une loi en Israël qui dit depuis plusieurs années, on n'est plus obligé d'acheter à la compagnie d'électricité son électricité. On peut acheter maintenant sur le marché privé. Il y a déjà des compagnies qui sont dessus d'ailleurs sur ce marché de vendre de l'électricité aux particuliers et aux entreprises. On cite des noms très connus, Partner, Cellcom, Amisragaz aussi, des compagnies de gaz. Si c'est dans le gaz, ils disent on va faire aussi l'électricité. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit, Bezek? Moi, je m'associe avec une compagnie, comme je l'ai dit, qui fait la production d'électricité, qui également permet de la conserver, mais elle fait de le renouvelable. La plupart, elle fait soit par le gaz naturel, Israël en gaz, sûrement c'est connu qu'on a des bonnes réserves, mais également en Israël, celui qui vient en Israël, il va voir que sur beaucoup de toits, il y a beaucoup de panneaux solaires, beaucoup plus qu'ailleurs. Et Israël est un pionnier dans ce qui est des panneaux solaires sur les maisons, sur des bâtiments publics. C'est énorme. Il y a eu depuis très très longtemps et Israël donne maintenant beaucoup d'argent pour motiver ça parce qu'on a des objectifs de faire de l'énergie à partir justement des énergies non renouvelables. Israël s'est engagée pour la défense du climat et donc elle veut tenir ça. Donc elle utilise une entreprise qu'elle sait qu'elle a et le renouvelable et aussi, comme je l'ai dit, qu'il a la possibilité de conserver l'électricité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Son objectif à la compagnie d'électricité, à la compagnie Bezek, pardon, c'est de dire je veux avoir 400 000 clients jusqu'à l'an 2030. Maintenant,
il y a déjà des sociétés qui sont, comme je l'ai parlé, qui sont sur ce marché de l'électricité privée. Mais ces sociétés-là ont eu pour l'instant pas tellement de clients. On parle de quelques dizaines de milliers, mais pas des sommes très considérables. Pourquoi d'abord? Parce que pour pouvoir faire ça, il faut qu'on ait à la maison des compteurs intelligents. Ces compteurs intelligents sont en train d'être installés dans tout Israël. La compagnie d'électricité le fait elle-même parce que ça lui permet de vérifier de loin la facture sans amener des gens comme elle le fait pour vérifier le compteur, mais aussi ça permet de faire des meilleurs tarifs. Par exemple, on peut dire à la personne, si tu consommes intelligemment, je te ferai payer moins cher. D'ailleurs, Bezek qui rentre avec cette compagnie-là s'engage à ce que son prix soit 8% moins cher que ce que les gens ont maintenant à part l'électricité. D'ailleurs, l'électricité va augmenter d'ailleurs de 2% maintenant dit à ce mois-là. C'est très important et pour les particuliers et aussi pour les entreprises. Ça peut faire des grandes économies. Ce frein-là à, euh, à avoir des compteurs intelligents va être enlevé. On pense qu'en 2028, tout le monde aura en Israël des compteurs intelligents. Et donc, à partir de ce moment-là, ça sera encore plus facile de pénétrer et de pouvoir proposer aux clients cette électricité-là de vendre donc de toute façon et même de dire vous consommez intelligent, vous gagnerez encore plus de l'argent. Et donc c'est là-dessus que se base aussi Bezek pour pouvoir entrer dans ce marché-là, qui on estime d'ailleurs que ce marché-là sera de 10 milliards de shekels en 2030, c'est-à-dire avec les autres concurrents dont j'ai parlé, c'est comme il leur reste quand même pour Bezek une possibilité de faire là-bas beaucoup d'argent. Alors, Daniel Guggenheim, nous allons terminer avec la bourse de Tel Aviv. Et je crois que vous avez une annonce à faire, parce qu'il y a énormément Oui. de gens qui investissent, d'accord? Des sociétés étrangères. Et là, vous avez une annonce importante. Oui, tout à fait. Il faut savoir que depuis 2019, la bourse israélienne est privatisée. Avant, elle appartenait aux banques. Et il y a une loi qui a fait, on a pensé qu'il valait mieux qu'elle soit comme dans le monde entier, privatisée, pour d'abord pouvoir amener des investisseurs étrangers, et aussi pour le fait qu'elle fasse des choses plus intéressantes pour gagner plus d'argent. C'est le principe de l'économie. On se dit si quelqu'un est privatisé, il va vouloir faire des opérations, des développements qui permettront justement son chiffre d'affaires d'augmenter, son bénéfice. Donc la bourse a commencé à être privatisée à partir de 2019. Et maintenant, les banques qui jusqu'à présent, comme je l'ai dit, avaient beaucoup avaient la propriété de la bourse, devaient maintenant, à cette époque dont je parle, 2024, vendre 19% à peu près de leur acquisition. Et donc, il fallait trouver des acheteurs. Le directeur de la bourse en Israël est allé spécialement à New York pour trouver là-bas, il voulait rencontrer des hommes d'affaires, surtout des dirigeants de grands fonds d'investissement mondiaux qui accepteraient d'investir dans la bourse. Bien sûr, en disant que si quelqu'un qui a des grands fonds accepte d'investir dans la bourse, ça veut dire qu'il a confiance, ça veut dire que et dans l'économie israélienne et dans le marché financier israélien, etc. Et alors, à sa grande surprise, il a trouvé là-bas M. Ackman, que d'ailleurs sa femme est israélienne. Ce monsieur Ackman est un milliardaire, que dans sa vie, il dirige d'ailleurs un des plus grands fonds mondiaux, 18 milliards de dollars, c'est important. Et à part ça, il a dit, moi, de mon argent personnel, comme je montrais, malgré la guerre, je veux montrer, j'ai confiance en l'économie israélienne, j'achète pour 100 millions de dollars. J'achète presque 5% de la bourse. D'ailleurs, il n'est pas le seul étranger à être. Comme je l'ai dit, il y avait commencé des investissements étrangers. La plus grande, c'est une entreprise Mankay qui est australienne-américaine qui avait déjà 20%. Mais le fait que maintenant, en pleine guerre, il vient et dit, moi, je mets cette somme d'argent, c'est quelque chose de très important pour un signe. Et d'ailleurs, il faut noter qu'il a vu les chiffres. Il voit que cette société, la bourse, comme la société bourse, la bourse, est cotée en Israël d'ailleurs. Depuis qu'elle a commencé sa privatisation, elle est cotée. La bourse est boursée, c'est comme on dit, est cotée à la bourse. Et elle a augmenté de 200% depuis 2019. Donc c'est un bon investissement. Et effectivement, ces chiffres d'affaires, par exemple, ses bénéfices augmentent bien. L'année dernière, elle a vu son bénéfice augmenter de 66%. Donc, c'est quelque chose d'important. Et donc, ces chiffres-là poussent des gens comme Ackman à vouloir investir dans la bourse, qui est, comme je l'ai dit aussi, le représente un miroir de la force financière d'Israël. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour les Israéliens. Merci, Daniel Guggenheim. J'ai encore une petite question, c'est que lors de notre dernier entretien,
Plusieurs auditeurs se sont inquiétés de savoir que devenait le promoteur de Sdedov. Oui, Hanan Mor. Exact. Alors, justement, cette société-là qui avait été mise pratiquement en faillite par les banques est en train on a nommé un nouveau dirigeant qui d'ailleurs connaît très très bien ce sujet-là du bâtiment et qui arrive à faire des choses très importantes. On vient d'apprendre qu'il a réussi à vendre des terrains d'abord que cette entreprise avait, que cette société avait, Hanan Mor. Et en plus de ça, maintenant, ces jours-ci vraiment, le plus grand la plus grande richesse, le plus grand terrain qui valait le plus, qui s'appelle Zdedov, il a aussi peut-être pour lui des acquéreurs. Et tout ça fait que la dette de l'entreprise serait de moins de milliards. Donc, il semblerait qu'il y ait un accord qui permette même ceux qui avaient des obligations de recevoir leur argent, ça sera peut-être étalé, je ne sais pas comment ça se fait, peut-être une partie de la dette sera transformée en actions, mais de toute façon, on n'envisage plus du tout la faillite. Et on est plus optimiste. Tous les jours, cette société dans la bourse augmente. Elle avait énormément baissé quand c'est arrivé, bien sûr, l'annonce de la faillite. Et donc, c'est quelque chose, donc effectivement, c'est une bonne nouvelle pour le monde financier généralement, que peut-être ça se terminera moins mal que prévu. Merci Daniel Guggenheim et à une prochaine Avec fois. plaisir. Quant à, Merci. quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache.